Mes beaux-parents sont partis pour Hawaï, me forçant à rester et à soigner la fille silencieuse et alitée de ma belle-sœur. Quelques minutes après leur départ, elle s'est levée et a dit « Ils veulent mes 4 millions d'euros. S'il vous plaît, aidez-moi. » Mon nom est Jessica Moreau et à 29 ans. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour entendre ce qui s'est passé au retour de mes beaux-parents. J'ai toujours été passionné par l'éducation. En tant qu'enseignante en primaire, j'ai consacré ma vie à aider les enfants à réaliser leur potentiel. Ma classe était mon sanctuaire, un lieu où je me sentais en contrôle et respecté. Ce sentiment s'évaporait chaque fois que je rendais visite à la famille de mon mari. Michael et moi étions mariés depuis 3 ans lorsque cet incident s'est produit. Il était gentil, intelligent et aimant. Mais il avait un défaut majeur, l'évitement des conflits, surtout avec sa famille. Bien que j'adore mon mari, sa famille était une autre histoire. Les Moreau étaient de la vieille richesse. Robert Moreau, mon beau-père, était l'incarnation du chef d'entreprise dominateur. Il avait bâti sa fortune dans le développement immobilier et régnait sur sa famille avec le même point de fer qu'il utilisait dans les salles de conseil. Grand, imposant et perpétuellement vêtu de costumes sur mesure, il avait une façon de vous faire sentir petit par un simple regard. Éléanore Moreau, ma belle-mère, complétait parfaitement son mari. Froide et calculatrice, elle était obsédée par les apparences et le statut social. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés ne bougeaient jamais, tout comme ses expressions faciales figées. Elle avait maîtrisé l'art de délivrer des remarques cinglantes déguisées en compliments. « Jessica, ma chère, cette tenue est tellement audacieuse de votre part. Je ne pourrais jamais porter quelque chose d'aussi décontracté lors d'un dîner formel. » Ensuite, il y avait Amanda, la sœur aînée de Michael et la mère de Lily. À 35 ans, elle n'avait jamais occupé un emploi réel, vivant de sa dotation et des relations familiales. Elle avait eu Lily dans la vingtaine avec un homme qu'elle connaissait à peine et qui avait commodément disparu avant la naissance. Amanda était belle, prétentieuse et complètement irresponsable. Elle traitait sa fille plus comme un accessoire que comme un enfant. James, le frère aîné de Michael, était un avocat d'affaires prospère qui suivait les ordres de son père. Il me parlait rarement directement, comme si reconnaître mon existence pouvait d'une manière ou d'une autre diminuer son statut dans la hiérarchie familiale. Et puis il y avait mon mari, Michael, l'enfant cadet qui cherchait désespérément l'approbation de sa famille tout en essayant de maintenir la paix avec moi. Il était pris au milieu, et le plus souvent, j'avais l'impression de perdre le bras de fer pour sa loyauté. Dès l'instant où j'étais entré dans la famille Moreau, j'avais été traité en étrangère. Mon milieu de classe moyenne et ma carrière dans l'éducation publique étaient considérés avec un dédain à peine dissimulé. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Ma cuisine était pittoresque, ma décoration intérieure simple, et mon choix de carrière noble mais peu pratique. Chaque réunion de famille était un exercice de retenue, car je me mordais la langue pour maintenir la paix pour Michael. Et puis il y avait Lily, la fille d'Amanda. Selon la famille, Lily était née avec un grave trouble neurologique qui la laissait incapable de parler ou de bouger indépendamment. Elle nécessitait des soins 24 heures sur 24, que Amanda déléguait largement à un personnel tournant d'infirmières et de soignants. J'avais vu Lily lors des réunions de famille, toujours dans son fauteuil roulant spécialisé, le regard vide, ne répondant jamais à rien autour d'elle. J'avais toujours ressenti un étrange lien avec cet enfant. Quelque chose dans ses yeux semblait alerte, même intelligent. Mais j'avais écarté ses pensées comme un vœu pieux. Après tout, je n'étais pas une professionnelle de la santé et la famille avait consulté les meilleurs spécialistes du pays. Selon Éléanore, toute la situation de Lily me laissant en charge avait commencé par un appel téléphonique, 3 jours avant leur départ. Éléanore avait appelé, non pas pour demander, mais pour m'informer que je resterais dans leur manoir pour m'occuper de Lily pendant que toute la famille, Amanda y compris, profiterait de 2 semaines de vacances à Hawaï. Jessica, ma chère, nous avons besoin que tu veilles sur Lily pendant notre absence, avait annoncé Éléanore, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une requête. Qu'en est-il de ces infirmières habituelles, avais-je demandé, sachant déjà que j'étais manipulé. Oh, nous avons dû les laisser partir. Des gens tellement peu fiables. D'ailleurs, la famille doit s'occuper de la famille. Michael a déjà accepté. Bien sûr, il l'avait fait, sans me consulter. Lorsque j'ai confronté Michael, il m'a adressé son meilleur regard apologétique. « Chérie, ils ont vraiment besoin de notre aide. C'est juste pour 2 semaines et nous pouvons rester dans la suite d'invités. C'est pratiquement comme avoir notre propre appartement.
Et mon travail? Je ne peux pas abandonner mes élèves en plein semestre. C'est la semaine de la relâche la prochaine semaine et maman a dit qu'elle demanderait à papa d'appeler le surintendant pour la 2e semaine. Tu sais qu'il est un donateur majeur dans le district scolaire. Et voilà, la manière Moreau. Les règles ne s'appliquaient pas à eux, les obligations pouvaient être réorganisées par un appel téléphonique et un carnet de chèques. J'ai accepté à contre-cœur, non pas parce que je le voulais, mais parce que refuser aurait provoqué une rupture familiale que Michael n'était pas prêt à gérer. La veille de leur départ, nous nous sommes installés dans le manoir Moreau et j'ai reçu un cours intensif sur les soins de Lily par Amanda. Elle a besoin de ses médicaments 3 fois par jour. Tout est étiqueté. Ne manquez pas une dose ou elle devient difficile, avait expliqué Amanda, regardant à peine sa fille alors qu'elle emballait ses bikinis de designer. Difficile comment, avais-je demandé. Fais-moi confiance. Garde-la à l'heure. Elle m'a tendu un épais classeur, tout est là. Instructions d'alimentation, horaire des médicaments, contact d'urgence. Enfin, elle n'aura pas besoin de médecin, c'est juste pour la forme. Ce dernier commentaire m'a semblé étrange. Mais avant que je puisse questionner, Robert avait interrompu, Jessica, comprends bien que c'est une responsabilité énorme. Nous te faisons confiance avec notre précieuse petite fille. Ne nous déçois pas, le départ de la famille le lendemain matin fut un tourbillon d'activités. Les bagages furent chargés dans des voitures réservées. Des instructions de dernière minute furent aboyées. Et pas une seule fois personne, même pas Amanda, ne s'arrêta pour dire un propre adieu à Lily, qui était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, soi-disant inconsciente du chaos autour d'elle. Alors que les voitures s'éloignaient, Michael me serra dans ses bras, « Désolé chérie, papa a insisté pour que je vienne pour quelques réunions d'affaires à Honolulu. Tu iras bien ?» J'ai hoché la tête, me sentant abandonnée et pleine de ressentiment, en regardant mon mari partir avec sa famille, me laissant seule avec un enfant que je savais à peine comment m'occuper, debout dans le vestibule caverneux du manoir Moreau. J'ai regardé l'expression vide de Lily et j'ai soupiré. Eh bien, je suppose que ce ne sera que toi et moi maintenant. J'étais loin de me douter que cette affirmation prendrait rapidement une toute nouvelle signification. Après le départ de tout le monde, j'ai conduit Lily dans l'énorme salon et l'ai installée devant la télévision, regardant un programme pour enfants comme le suggéraient les instructions de soins. Je lui ai parlé doucement, lui expliquant ce que je faisais, même si je ne m'attendais à aucune réponse. Je vais vous préparer le dîner, Lily. Je serai juste dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je me sentais idiote de lui parler comme si elle pouvait comprendre, mais cela semblait mal de la traiter comme un meuble. Le classeur détaillé des soins indiquait qu'il était presque temps pour ses médicaments du soir. J'ai donc dirigé vers la cuisine pour préparer son régime liquide prescrit et la panoplie de pilules dont elle avait soi-disant besoin. La cuisine des Moreau était le rêve d'un chef, entièrement en acier inoxydable, avec des comptoirs en marbre et des appareils haut de gamme qui n'avaient probablement jamais été beaucoup utilisés, car ils employaient un cuisinier à temps plein qui était également, très commodément, en vacances. Je me suis affairé à préparer un simple plat de pâtes pour moi et le shake nutritionnel spécial pour Lily. Pendant que je remuais la sauce tomate, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observé. Une sensation de picotement a parcouru ma colonne vertébrale et je me suis retourné, m'attendant à voir l'un des membres du personnel domestique que je n'avais pas rencontré. Ce que j'ai vu à la place m'a presque fait lâcher la cuillère en bois que je tenais. Lily était debout dans l'encadrement de la porte, pas dans son fauteuil roulant, debout sur ses 2 jambes. Sa posture était légèrement instable, mais elle était droite, sa main reposant contre le chambranle de la porte. « Lily » ai-je murmuré, incapable de croire ce que je voyais. Puis elle a parlé, sa voix douce mais claire, avec le léger cheveu d'une enfant normale de 8 ans. « Ils veulent mes 4 millions de francs. S'il vous plaît, aidez-moi. » La pièce a semblé vaciller autour de moi. J'ai serré le comptoir pour me stabiliser, certaine d'avoir une hallucination. L'enfant soi-disant muette et paralysé venait d'entrer dans la cuisine et d'avoir prononcé une phrase parfaitement cohérente. « Lily » ai-je répété, ma voix à peine audible. « Tu peux parler et marcher. » Elle a hoché la tête, ses yeux intelligents que j'avais remarqués auparavant maintenant remplis de peur et d'espoir. « S'il vous plaît, ne leur dites pas que j'ai parlé. Ils vont me faire du mal à nouveau. » J'ai abandonné la cuisinière et je me suis lentement approché d'elle, m'agenouillant à sa hauteur tout en gardant une certaine distance pour ne pas l'effrayer. « Lily, je ne comprends pas. Qui va te faire du mal ? Quoi ? 4 millions de francs ?
Le petit visage de Lily s'est déformé d'inquiétude. Ma mère et mon grand-père et ma grand-mère. Ils prétendent que je suis malade pour qu'ils puissent prendre mon argent quand j'aurai 18 ans. Mon esprit s'est mis à faire des acrobaties pour donner un sens à cette révélation. Comment cela pouvait-il être possible? Une famille entière prétendant qu'un enfant était handicapé? Cela semblait trop monstrueux pour être vrai. Viens t'asseoir, ai-je dit doucement, la guidant vers une chaise de cuisine. Peux-tu m'en dire plus? Au cours de l'heure suivante, pendant que la sauce tomate brûlait et était oubliée, Lily m'a raconté son histoire. Ses grands-parents maternels, les anciens beaux-parents d'Amanda, que les moraux méprisaient, lui avaient laissé un fonds fiduciaire de 4 millions de francs après leur décès dans un accident de voiture quand elle avait 3 ans. L'argent devait être détenu en fiducie jusqu'à ses 18 ans, sa mère étant la fiduciaire. Maman a commencé à me donner des médicaments après la mort de Granny et Pop, a expliqué Lily. Ça me rend somnolente et faible. Quand j'essayais de ne pas en prendre, elle me pinçait très fort ou me verrouillait dans le placard sombre. Les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle continuait. Ils ont dit à tout le monde que je suis né malade, mais ce n'est pas vrai. Je me souviens courir et jouer et parler avant que les médicaments ne commencent. Je me suis senti physiquement malade en entendant Lily décrire comment elle était obligée de prétendre ne pas pouvoir parler ou bouger quand quelqu'un était présent, comment elle était menacée et punie si elle montrait des signes de normalité, comment la famille discutait de ses projets de la déclarer mentalement inapte à 18 ans afin de contrôler indéfiniment son héritage. Comment sais-tu pour l'argent, ai-je demandé, luttant pour tout comprendre. Le visage de Lily a montré un éclair de fierté. J'ai appris à lire toute seule quand personne ne regardait. Maman laisse traîner des papiers et je les regarde quand elle n'est pas là. J'ai un journal où j'écris tout. Elle m'a mené, toujours un peu chancelante, dans sa chambre, un espace stérile semblable à un hôpital qui m'a brisé le cœur. Dessous son matelas, elle a sorti un petit carnet et plusieurs documents pliés qu'elle avait apparemment volés au bureau d'Amanda au fil du temps. Le journal était rempli de l'écriture soignée d'une enfant qui avait appris seule la lecture en secret. Les entrées documentaient les conversations de la famille sur son argent, les médicaments qu'ils lui forçaient de prendre et les menaces qu'ils utilisaient pour la faire taire. Les documents comprenaient une copie de l'accord de fiducie des grands-parents maternels de Lily, les relevés bancaires montrant le solde important, et, de manière troublante, ce qui semblait être des brouillons de documents pour une évaluation psychiatrique qui déclarerait Lily inapte. Je me suis assise sur le bord de son lit, les documents étalés autour de nous, ressentant un mélange d'horreur, d'incrédulité et de rage monter en moi. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi prendre ce risque ?» Les yeux de Lily se sont remplis de larmes à nouveau. « Parce que tu es gentille. Tu me parles comme si j'étais réelle. » Elle a hésité. Ils ne m'ont jamais laissé seule avec une seule personne avant. Toujours des infirmières qui les croient. J'espérais que tu pourrais peut-être m'aider. À cet instant, en regardant cette petite fille courageuse qui avait enduré des années d'abus et d'isolement pour l'amour de l'argent, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies à jamais. Je vais t'aider, Lily, ai-je promis, lissant ses cheveux. Je te le promets. Le lendemain matin, j'ai été confronté à une décision cruciale, devais-je donner à Lily ses médicaments comme instruit, ou faire confiance à son histoire et les lui refuser? Les conséquences potentielles pesaient lourdement sur moi. Si elle avait vraiment besoin des médicaments et que je les retenais, je pourrais mettre sa santé en danger. Mais si son histoire était vraie et mon instinct me disait que c'était le cas, je perpétuerais son abus. J'ai décidé de faire confiance à mon instinct. J'ai fait semblant de préparer ses médicaments du matin, mais j'ai versé le tout dans l'évier à la place. Je lui ai donné le shake nutritionnel sans les pilules écrasées, observant avec anxiété tout effet indésirable. Vers midi, la transformation était remarquable. Lily est devenue plus alerte, ses mouvements plus coordonnés. Sa parole, qui avait été quelque peu pâteuse la veille au soir, est devenue plus claire et plus animée. Elle semblait être une enfant de 8 ans tout à fait normale, bien qu'isolée des expériences normales de l'enfance. Je me sens mieux quand je ne prends pas les médicaments, a-t-elle confié, ses yeux plus brillants que je ne les avais jamais vus. Ma tête ne se sent pas embrumée. Ensemble, nous avons commencé une recherche méthodique de la maison pour trouver des preuves pour étayer ces affirmations. Lily connaît très bien le manoir, elle a dirigé. J'ai passé d'innombrables heures à observer depuis mon fauteuil roulant pendant que tout le monde pensait que j'étais inconsciente. Maman garde les papiers importants dans son bureau. La clé est sous le pot de fleurs. Le bureau d'Amanda était un témoignage de sa personnalité superficielle. Tout style et aucune substance.
des meubles de designer, des magazines de mode et des livres d'affaires à peine touchés garnissaient les étagères. Le classeur qu'a indiqué Lily était verrouillé, mais la clé se trouvait exactement là où elle avait dit qu'elle serait. À l'intérieur, j'ai trouvé un trésor de preuves accablantes. Des documents financiers détaillaient la fiducie des grands-parents maternels de Lily, les Blackwell, qui lui avaient effectivement laissé 4 millions de dollars. J'ai également trouvé de la correspondance juridique concernant les termes de la fiducie, qui nommait Amanda comme fiduciaire jusqu'à ce que Lily ait 18 ans ou soit jugée capable de gérer ses affaires. Le plus troublant était un dossier intitulé « État de Lily », à l'intérieur duquel se trouvaient des dossiers médicaux qui avaient clairement été falsifiés ou obtenus par tromperie. Il y avait des ordonnances pour des sédatifs et des relaxants musculaires puissants, des médicaments qui rendraient effectivement un enfant actif léthargique et immobile. « Regarde », a indiqué Lily un document que j'avais négligé. C'était son certificat de naissance original et des rapports pédiatriques précoces. Il montrait un bébé parfaitement sain avec des étapes de développement normal jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis, soudain, les rapports ont radicalement changé, documentant une régression rapide qui coïncidait exactement avec le décès de ses grands-parents maternels. Mon sang s'est glacé quand Lily m'a mené dans sa chambre et a pointé du doigt des appareils presque invisibles dans les coins supérieurs. « Il me surveille parfois », a-t-elle murmuré. « Pour s'assurer que je suis sage. » Je les ai reconnus immédiatement comme des caméras de surveillance. La famille surveillait cet enfant comme une prisonnière. Alors que nous continuions notre enquête, Lily a partagé les détails horrifiants de sa réalité quotidienne. Comment Amanda la pinçait ou lui tordait le bras quand personne ne regardait si Lily montrait des signes de conscience ou de réactivité. Comment Robert entrait dans sa chambre tard dans la nuit pour la surveiller et lui rappeler, en termes graphiques, ce qui se passerait si elle révélait jamais leur secret. Comment Eleanor la promenait lors d'événements de charité comme le fardeau spécial de la famille pour générer de la sympathie et des dons qui, je le soupçonnais maintenant, n'allaient jamais vraiment aux œuvres de bienfaisance. Grand-mère Eleanor dit que je suis utile pour faire pitié aux gens, a dit Lily avec une sagesse qui dépassait son âge. Elle dit que c'est la seule façon dont je peux contribuer à la famille. Mon téléphone a sonné, interrompant notre enquête. C'était Eleanor, qui appelait pour vérifier comme promis. J'ai adopté ma voix la plus agréable, la rassurant que tout allait bien, tandis que Lily était assise silencieusement à côté de moi, ses yeux remplis de peur. Rappelle-toi, Jessica, la cohérence est la clé avec les soins de Lily, a rappelé Eleanor. Toute déviation de sa routine pourrait être problématique. Bien sûr, ai-je répondu, ma main libre se serrant en poing. Tout suit exactement le planning. Après l'appel, nous avons continué notre recherche sur l'ordinateur d'Amanda, dont Lily connaissait le mot de passe. C'est toujours son anniversaire, a-t-elle expliqué. Nous avons trouvé des emails entre des membres de la famille discutant du fonds fiduciaire, des plaintes sur le fardeau du maintien de la prétendue condition de Lily, et, plus accablant encore, des plans pour la déclarer légalement inapte à ses 18 ans. Un email de Robert à Amanda m'a retourné l'estomac. Les amendements à la fiducie sont en cours. Le juge Wilson me doit une faveur. Une fois que les formalités seront réglées, même si la fille parvient d'une manière ou d'une autre à convaincre quelqu'un de sa compétence, l'argent restera sous le contrôle de la famille. Maintenez les protocoles actuels jusque-là. Nous avons également trouvé des documents juridiques montrant des amendements récents à la fiducie qui n'avaient pas encore été approuvés par le tribunal. Dans la chambre d'Amanda, derrière un tableau coûteux, nous avons découvert un coffre-fort mural. Lily ne connaissait pas la combinaison, mais j'avais une intuition. J'ai essayé l'anniversaire d'Amanda. Rien. Puis j'ai essayé la date de naissance de Lily et le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents financiers, des bijoux et une clé USB. Lorsque nous avons branché la clé sur l'ordinateur d'Amanda, nous avons trouvé des dossiers médicaux montrant que Lily était parfaitement en santé à la naissance. Il y avait également des vidéos de Lily enfant, courant, riant et parlant ou des preuves concrètes qu'elle s'était développée normalement avant le décès de ses grands-parents maternels. En fin de soirée, j'avais compilé des preuves accablantes du complot élaboré de la famille Montgomery, mais il me manquait toujours un élément d'information crucial. Pourquoi faire des efforts aussi extrêmes pour $1 million? C'était certainement beaucoup d'argent, mais les Montgomery étaient déjà riches. Il devait y avoir plus à l'histoire. La réponse est venue lorsque Lily m'a montré un compartiment caché dans son fauteuil roulant où elle avait conservé divers documents qu'elle avait rassemblés au fil des ans. Parmi eux se trouvait une lettre de son grand-père maternel à Lily, à lui donner à son 18e anniversaire. Elle avait été incluse par erreur dans certains documents qu'Amanda avait reçus après leur décès.
La lettre révélait que les 4 millions de dollars n'étaient que le début. Les Wells étaient de riches investisseurs pétroliers qui avaient vendu leur entreprise pour une fortune. La majeure partie de leur succession, près de 50 millions de dollars, était détenue dans une fiducie distincte qui serait transférée à Lily à ses 25 ans, mais seulement si elle était jugée mentalement compétente et avait le contrôle de la fiducie initiale. Les Moreau n'en voulaient pas seulement pour 4 millions de dollars. Ils jouaient une partie à long terme pour une fortune plus de 10 fois supérieure. Alors que je bordais Lily au lit cette nuit-là, dans une chambre d'amis loin des caméras de surveillance, j'ai senti une féroce détermination s'installer en moi. Nous allons régler ça, Lily, ai-je promis, lissant ses cheveux. Tu n'es plus seule. Le lendemain matin, Lily et moi nous sommes assises à la table de la cuisine, à l'abri de tout potentiel appareil de surveillance, planifiant nos prochaines étapes. J'avais besoin de comprendre exactement ce qu'elle voulait. Si tu pouvais avoir n'importe quoi, Lily, qu'est-ce que ce serait, ai-je demandé doucement. Sa réponse fut immédiate et déchirante dans sa simplicité. Je veux aller dans une vraie école. Je veux des amis. Je ne veux plus avoir peur tout le temps. Elle a fait une pause, ses petits doigts traçant des motifs sur la table. Et je veux que ma mère m'aime pour de vrai, pas seulement faire semblant devant les gens. La sincérité dans sa voix m'a presque brisé. Malgré tout ce que sa famille lui avait fait, elle aspirait toujours à leur affection sincère. C'était un rappel douloureux qu'elle n'était, après tout, qu'une enfant qui voulait ce que chaque enfant mérite, l'amour et la sécurité. Je savais que nous avions besoin d'aide professionnelle. Après avoir assuré que Lily était confortablement installée avec un livre, elle était une lectrice avide, bien qu'autodidacte, je suis sorti sur la terrasse pour passer un appel privé à ma meilleure amie, Lauren Bishop. Lauren était une avocate spécialisée dans la défense des enfants. Nous étions amis depuis l'université et elle était l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue. J'ai expliqué la situation aussi brièvement que possible, consciente que je faisais des affirmations extraordinaires. Mon Dieu, Jess, a soufflé Lauren après que j'ai eu terminé. Je n'ai même pas de mots. Si ce que tu dis est vrai, c'est l'un des cas les plus horribles d'abus d'enfants et d'exploitation financière que j'ai jamais entendu. C'est vrai, Lauren. J'ai vu les preuves. Cette petite fille est emprisonnée dans son propre corps depuis 5 ans pour que sa famille puisse voler son héritage. Lauren m'a conseillé de tout documenter, photos, copies de documents, enregistrements si possible, mais d'être prudente. Si elles te surprennent, elles pourraient retourner la situation contre toi. Elles ont des ressources et des contacts. Elle a promis de rechercher les implications juridiques et de se préparer aux procédures d'urgence potentielles, mais m'a mis en garde contre la confrontation directe avec la famille sans une préparation adéquate. Ces gens ont l'air dangereux, Jess. Ils ont maintenu cette tromperie pendant des années. Ils n'hésiteront pas à te détruire si tu menaces leur complot. Après mon appel avec Lauren, je suis retourné pour trouver Lily anxieuse. Vas-tu me renvoyer chez eux, a-t-elle demandé, sa voix petite. Absolument pas, ai-je répondu. Nous allons nous assurer que tu es en sécurité et que personne ne te fera plus jamais de mal. Au cours des jours suivants, nous avons établi une routine. Pendant la journée, nous avons rassemblé et sécurisé des preuves. J'ai photographié des documents, copié des fichiers sur un compte cloud sécurisé que Lauren avait configuré et aidé Lily à documenter ses expériences dans un journal qui pourrait potentiellement être utilisé au tribunal. J'ai découvert une quantité déconcertante de surveillance dans toute la maison, des caméras dans la chambre de Lily, les couloirs et même dans certaines zones communes. Cependant, elle ne couvrait pas partout. Et nous avons été prudentes pour mener nos conversations les plus délicates dans les angles morts des caméras. Lauren m'a aidé à les identifier. Nous avons également recherché les lois sur la protection de l'enfance, la réglementation sur les successions et les responsabilités des fiduciaires. Ce que les Moreau faisaient violait de nombreuses lois nationales et fédérales. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils commettaient des crimes graves. Chaque soir, la famille appelait pour prendre des nouvelles. J'ai maintenu la mascarade, signalant que Lily suivait ses routines habituelles et prenait ses médicaments. Pendant ce temps, Lily continuait de s'améliorer physiquement et mentalement sans les sédatifs. Ses mouvements devenaient plus coordonnés et sa personnalité s'épanouissait. Elle était drôle, curieuse et remarquablement résiliente compte tenu de ses circonstances. Je me sens mieux quand je ne prends pas les médicaments, a-t-elle confié, ses yeux plus brillants que je ne les avais jamais vus. Ma tête ne se sent pas embrumée. J'ai également travaillé avec Lily sur des compétences d'autodéclaration de base et les préparer à d'éventuels entretiens avec les autorités.
Nous avons pratiqué comment elle pourrait répondre aux questions sur son traitement et la tromperie à laquelle elle avait été obligée de participer. Rappelle-toi, tu n'as rien fait de mal, ai-je souligné. Les adultes qui étaient censés te protéger ont échoué. Rien de tout cela n'est ta faute. Lorraine a fourni des conseils sur la préparation du retour de la famille. Nous avons sécurisé des copies de toutes les preuves à plusieurs endroits, y compris avec Lorraine elle-même. Nous avons développé une phrase codée que Lily pourrait utiliser si elle se sentait en danger. Et j'ai programmé des numéros d'urgence sur un petit téléphone que j'avais acheté et caché dans sa chambre. La nuit avant que la famille ne soit censée revenir, Lily et moi avons finalisé nos préparatifs. Les preuves étaient accablantes, des dossiers médicaux montrant un enfant en bonne santé jusqu'à l'âge de 3 ans, des dossiers ultérieurs falsifiés, des documents financiers révélant la manipulation de la fiducie, des emails discutant de la tromperie et le témoignage de Lily elle-même. Alors que nous nous asseyions dans la cuisine en mangeant de la glace, un autre plaisir simple que Lily avait été privée, elle m'a regardé avec des yeux sérieux. Et s'ils ne nous croient pas? Et s'ils me font retourner à faire semblant? Ce n'est pas ce qui va arriver, ai-je dit doucement. Trop de gens connaissent maintenant la vérité. Tu n'es plus seul. Je ne lui ai pas dit ma peur que les moraux, avec leur richesse et leurs contacts, puissent encore l'emporter. Que la justice n'était pas toujours servie, surtout face à des adversaires aux ressources illimitées. Mais j'étais déterminé à me battre avec tout ce que j'avais. Demain sera difficile, ai-je prévenu doucement. Mais rappelle-toi à quel point tu as été courageuse toutes ces années. Encore un peu de temps et tu seras libre. Alors que je bordais Lily au lit, elle m'a serré le cou dans une étreinte serrée. Merci de me croire, a-t-elle murmuré. Je l'ai tenue près de moi, le cœur brisé par toutes ces années d'affection qui lui avaient été refusées. Toujours, ai-je promis. Maintenant, dors bien. Demain est un grand jour. J'étais loin de me douter que demain arriverait beaucoup plus tôt que prévu. À 3 heures du matin, j'ai été réveillé en sursaut par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et des voix dans le vestibule. La famille ne devait pas rentrer avant l'après-midi, mais la voilà, au milieu de la nuit, nous prenant complètement au dépourvu. Je me suis précipité dans la chambre de Lily et les trouvai déjà éveillés, les yeux écarquillés de peur. Ils sont de retour en avance, a-t-elle murmuré, tremblant. Ils font parfois ça pour vérifier si je suis sage quand personne ne s'y attend. Je l'ai aidé à retourner rapidement dans sa chambre officielle avec l'équipement de surveillance. Rappelle-toi notre plan, ai-je murmuré. Quoi qu'il arrive, je ne les laisserai pas te faire de mal. Je m'étais à peine installé quand Amanda est apparue dans l'encadrement de la porte, toujours en tenue de voyage. Qu'est-ce que tu fais là, a-t-elle exigé. J'ai entendu des bruits et je suis venu vérifier Lily. J'ai improvisé. Vous êtes de retour en avance. Les affaires de papa se sont terminées plus tôt que prévu, a-t-elle répondu, ses yeux se plissant de suspicion. Tout s'est passé comme vous l'aviez demandé? Bien sûr, ai-je menti avec assurance. Exactement comme vous l'avez demandé. Amanda m'a bousculé pour s'approcher du lit de Lily. Laisse-moi la voir. Je l'ai regardée nerveusement alors qu'elle examinait sa fille, à la recherche de tout signe qui pourrait trahir notre tromperie. Lily jouait parfaitement son rôle, restant molle et sans expression pendant qu'Amanda la vérifiait. Ces médicaments, a-t-elle demandé sèchement. Tout a été administré comme prescrit, ai-je assuré. Les registres sont dans la cuisine. Amanda semblait satisfaite pour le moment et est descendue rejoindre le reste de la famille. J'ai serré la main de Lily en signe de réconfort avant de la suivre. Dans le salon, toute la famille Moreau était réunie, malgré leur matinale. Robert et Eleanor étaient assis majestueusement sur le canapé, tandis que James faisait les 100 pas près de la cheminée. Michael se tenait maladroitement près de l'entrée, évitant mon regard. Jessica a reconnu froidement Robert. Je suppose que tout s'est passé de manière satisfaisante en notre absence? Oui, ai-je répondu simplement, décidant de les laisser révéler leur jeu. Eleanor m'a étudié avec des yeux calculateurs. Curieuse, Amanda a vérifié l'approvisionnement en médicaments avant notre départ. Il semble que plusieurs doses ne soient pas comptabilisées. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon expression neutre. J'ai suivi les instructions à la lettre. Peut-être qu'il y a eu un décompte erroné avant votre départ. Peut-être, a concédé Eleanor, bien que son ton suggère qu'elle ne croyait rien de tel. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce jusqu'à ce qu'il soit brisé par un son qui a fait geler tout le monde. Des pas dans l'escalier.
Toutes les têtes se sont tournées alors que Lily apparaissait dans l'encadrement de la porte, debout bien droite, entièrement habillée et très alerte. « Bonjour maman », a-t-elle dit clairement. « Bonjour grand-mère et grand-père. Je me sens beaucoup mieux maintenant. » La pièce a éclaté en chaos. Amanda s'est jetée sur Lily avec un cri étranglé. James a juré fort et Eleanor s'est pressé une main sur la poitrine en signe de choc théâtral. Le visage de Robert est devenu d'une rougeur alarmante alors qu'il se tournait vers moi. « Qu'avez-vous fait » a-t-il tonné. Je me suis déplacé rapidement pour me placer entre lui et Lily. Je n'ai rien fait d'autre qu'arrêter de droguer une enfant innocente. Amanda a attrapé le bras de Lily rudement. Elle a besoin de ses médicaments tout de suite. Elle fait une sorte de crise. Non, a crié Lily, se débattant avec une force qui a surpris tout le monde. Laisse-moi partir. Je ne prends plus ça. Je sais ce que vous faites. Je sais pour mon argent. La pièce est redevenue silencieuse. Ce silence stupéfait, encore plus profond que le premier. Jessica, a dit Amanda avec un calme forcé. Ma fille a de graves problèmes de développement. Elle est délirante. Elle a besoin d'une attention médicale immédiate. Elle n'est ni handicapée ni délirante, ai-je répliqué. Elle a fait semblant pendant des années parce que vous l'avez menacée et maltraitée. Je sais tout. Amanda. À propos de la fiducie, des médicaments, de la surveillance. Tout. Robert s'est avancé, sa stature imposante me dominant. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. C'est une affaire de famille que vous avez gravement mal interprétée. Je n'ai rien mal interprété, ai-je répondu, restant ferme. J'ai vu les documents, les emails, les vidéos de Lily enfant, courant et parlant, avant que ses grands-parents ne lui laissent des millions. Le visage d'Eleanor a commencé à craquer. Jessica, ma chère, tu as été sous un stress énorme à prendre soin d'un enfant aux besoins spéciaux. Il est compréhensible que tu puisses être confuse. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi avec Michael te reposer pendant que nous nous occupons des soins de Lily? Michael, a enfin parlé mon mari, sa voix incertaine. Jess, peut-être que maman a raison. C'est beaucoup. Rentrons à la maison et parlons-en. Il n'y a rien à discuter, Michael. Ta famille maltraite Lily depuis des années et je ne partirai pas et ne la laisserai pas faire. Amanda a soudainement changé de tactique, son visage se tordant de rage. Toi. Tu as fouillé dans mes affaires privées. Tu n'as aucun droit. Elle s'est jetée sur Lily, cette fois avec une boîte de médicaments qu'elle avait sortie de son sac. Tu prends tes médicaments tout de suite, ma petite. Je l'ai interceptée, bloquant son chemin vers Lily. Ne la touche pas. C'est une agression, a crié Robert en s'avançant vers moi avec une menace non dissimulée. James, appelle la police. Nous allons la faire arrêter. Je ne ferai pas ça si j'étais vous, ai-je dit en sortant mon téléphone. Parce que la police et les services de protection de l'enfance ont déjà été contactés. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Robert s'est figé à mi-chemin, son visage un masque de calcul. Vous bluffez, a-t-il dit, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Vraiment, ai-je demandé, en levant mon téléphone pour leur montrer l'historique des appels. Mon amie Lorraine Bishop, vous l'avez peut-être entendu? Elle est l'une des meilleures avocates familiales de l'État. Elle documente tout ce que nous avons découvert. Robert a rapidement évalué la situation et a changé de tactique. Il a baissé la voix et s'est adressé aux agents. Peut-être pourrions-nous discuter de cette affaire en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement qui profite à tout le monde. L'implication était claire, il offrait un pot de vin. L'expression de l'officier en charge s'est durcie. Monsieur Moreau, tentez-vous d'interférer avec une enquête policière? Robert a immédiatement reculé. Bien sûr que non. Je suggère simplement que cette affaire de famille pourrait être résolue sans publicité inutile. L'abus d'enfant n'est pas une affaire de famille, a rétorqué froidement l'officier. C'est une infraction pénale. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Amanda, voyant qu'il n'y avait plus d'issue, a craqué complètement. C'était l'idée de papa, a-t-elle crié, montrant Robert du doigt. Il a dit que l'héritage de Lily pourrait résoudre tous nos problèmes. L'entreprise faisait faillite. Nous avions besoin de capitaux. Il a dit que personne ne le remettrait en question si Lily avait des besoins spéciaux. Amanda, tais-toi, a hurlé Robert, mais il était trop tard.
Il a tout organisé, les médecins, les médicaments. Je faisais juste ce qu'il disait, a-t-elle poursuivi, les larmes coulant sur son visage. Il disait que c'était seulement temporaire, juste jusqu'à ce que nous stabilisions l'entreprise. Mais ensuite, ça a continué, et je ne savais pas comment arrêter. Les agents se sont regardés. Amanda venait d'avouer des abus d'enfants et de la fraude devant plusieurs témoins. Eleanor, toujours soucieuse des apparences, a tenté de limiter les dégâts. C'est toute une mauvaise interprétation, chère Jessica. Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour Lily. En la droguant à la soumission et en volant son héritage, ai-je pu m'empêcher d'intervenir? Les quelques heures suivantes se sont déroulées dans un flou. Lily a été emmenée à l'hôpital pour évaluation, accompagnée de l'agent des services de protection de l'enfance, et, à mon insistance, moi aussi. Michael est venu avec nous, sous le choc mais déterminé à faire les choses correctement. Robert et Amanda ont été emmenés au poste de police pour interrogatoire, tandis qu'Eleanor et James ont reçu l'ordre de ne pas quitter la ville pendant que l'enquête se poursuivait. Le faux-semblant soigneusement construit de la famille s'était effondré en une seule nuit. À l'hôpital, les médecins ont confirmé ce que nous savions déjà, Lily était normale sur le plan physique et neurologique pour son âge, bien que certains aient pris du retard dans certains domaines en raison de l'isolement et des médicaments. Il n'y avait aucun signe de trouble ou de handicap congénital. Alors que Lily subissait divers tests, Michael et moi nous sommes assis dans la salle d'attente, le poids des révélations de la nuit entre nous. Je n'en avais aucune idée, a-t-il dit enfin, sa voix creuse. Je jure, Jess, je ne savais pas ce qu'il faisait. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé doucement. Il y avait des signes, Michael. Tu as choisi de ne pas les voir. Il a hoché la tête, acceptant la vérité de mes paroles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous allons nous assurer que Lily est en sécurité et qu'elle obtienne justice. Tout le reste est secondaire. Michael a tendu la main et, après un moment d'hésitation, je l'ai laissé prendre la mienne. Nous avions un long chemin à parcourir, mais au moins nous étions enfin du même côté. Plus tard dans la nuit, alors que Lily dormait dans son lit d'hôpital, surveillée par des infirmières qui connaissaient la vérité, Lorraine nous a mis à jour sur la situation juridique. Les aveux d'Amanda compliquent les choses pour Robert, a-t-elle dit. Il essaie déjà de dire qu'elle a agi seule, mais les preuves suggèrent le contraire. Ils font tous deux face à de graves accusations, abus d'enfants, fraude, exploitation financière d'un mineur. Eleanor et James pourraient également être impliqués, selon ce qu'ils savaient. Et Lily, ai-je demandé, la seule question qui comptait vraiment. Le tribunal nommera un curateur ad hoc pour représenter ses intérêts. Compte tenu des circonstances, ils voudront la placer en famille, mais évidemment pas avec Amanda ou les anciens moraux. Michael et moi avons échangé des regards. Nous pourrions la prendre, a-t-il dit doucement, si elle le veut. Ce n'était pas une solution simple. Michael était toujours en train de digérer la trahison de sa famille et notre mariage avait été gravement atteint par sa réaction initiale. Mais c'était un début. Un engagement à faire passer les besoins de Lily en premier. Un pas à la fois, a conseillé Lorraine. L'important est qu'elle soit en sécurité maintenant. C'est toi qui l'as sauvée, Jessica. En regardant par la porte le jeune enfant qui avait fait preuve d'un courage incroyable, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de résolution. La confrontation avait été gagnée. Mais la bataille pour l'avenir de Lily ne faisait que commencer. 3 mois après cette nuit fatidique, je me suis assise dans un tribunal ensoleillé, observant le juge finaliser notre tutelle temporaire sur Lily. Le dernier trimestre avait été un tourbillon de procédures judiciaires, de rendez-vous thérapeutiques et d'ajustements à notre nouvelle structure familiale. La famille Moreau s'était spectaculairement implosée. Robert et Amanda avaient tous deux été inculpés de plusieurs crimes, dont abus d'enfants, fraude et exploitation financière. La tentative de Robert de se racheter par la corruption d'un détective avait échoué, ajoutant des entraves à la justice à sa liste croissante de charges. Amanda, continuant sa stratégie d'auto-préservation, avait accepté de témoigner contre son père en échange d'un accord de plaider coupable. Elle faisait toujours face à une peine de prison importante, mais moins que ce qu'elle aurait pu autrement. Dans ses moments plus lucides, elle a exprimé des remords pour son traitement de Lily, bien qu'il soit difficile de déterminer si son regret était sincère ou calculé. Eleanor avait évité les accusations criminelles en raison de preuves insuffisantes d'implication directe, mais elle avait été nommée dans des poursuites civiles concernant la mauvaise gestion de la fiducie de Lily. Sa réputation dans la haute société, la chose qu'elle valorisait plus que tout, était en lambeaux.
Les organisations caritatives qu'elle avait autrefois présidées lui avaient discrètement demandé de démissionner. James, le frère de Michael, avait réussi à se distancer légalement du pire du scandale, prétendant ignorer toute l'ampleur du complot, mais sa carrière en avait subi les contre-coups, son cabinet d'avocats l'ayant placé en congé sabbatique indéfini en attendant l'issue des enquêtes du barreau. Quant à Michael et moi, nous avions entamé une thérapie de couple intensive. Son incapacité à me croire initialement avait créé une faille qui ne guérirait pas du jour au lendemain. Mais son soutien indéfectible à Lily depuis que la vérité avait éclaté nous avait donné une base pour reconstruire. Il avait coupé les liens financiers avec sa famille et commençait sa propre entreprise de conseil, déterminé à se faire sa propre place sans la fortune ni les relations des moraux. La transformation la plus remarquable, cependant, avait été celle de Lily. Libérée des médicaments et de la peur, elle s'était épanouie comme une fleur qui recevait enfin de la lumière et de l'eau. Sa force physique était revenue rapidement et, bien qu'elle ait eu des lacunes éducatives à combler, son intelligence et sa curiosité en faisaient une élève rapide. Le tribunal avait nommé un gestionnaire financier respecté comme nouveau fiduciaire de l'héritage de Lily, avec des dispositions strictes de surveillance pour protéger le capital jusqu'à sa majorité. L'existence de l'héritage plus important, attendant à 25 ans, avait été confirmée. La thérapie aidait Lily à surmonter les traumatismes de ses années d'isolement. Bien que le chemin vers un rétablissement émotionnel complet serait long, certaines nuits, elle se réveillait encore en sursaut avec des cauchemars, appelant de peur que sa mère ou son grand-père ne reviennent la punir d'avoir parlé. Les nuits où cela se produisait, je m'asseyais avec elle, la rassurant qu'elle était en sécurité, que personne ne lui ferait plus de mal. Nous l'avions inscrite à l'école, une petite académie privée ayant de l'expérience dans la gestion d'enfants aux antécédents inhabituels. Après des difficultés d'adaptation initiale, elle avait commencé à se faire des amis et à participer à des activités normales de l'enfance. Sa première soirée pyjama avait été un jalon célébré avec de la crème glacée et un marathon de films. Alors que le juge signait les papiers de tutelle définitifs, Lily m'a serré la main, le visage brillant d'espoir. « C'est officiel maintenant », a-t-elle murmuré. « C'est officiel », ai-je confirmé. « Tu restes avec nous. » À l'extérieur du tribunal, Lorraine nous a rencontrés avec un sourire. « Félicitations. Le plus dur est passé. » « Est-ce que c'est vraiment fini ?» ai-je demandé doucement, pensant aux années de guérison à venir. « Le pire », m'a-t-elle assuré. « Tu lui as donné un avenir, Jess. Peu de gens auraient eu le courage de faire ce que tu as fait. » Inspirés par notre expérience, Lorraine et moi avions créé une fondation pour aider à identifier et à soutenir d'autres enfants dans des situations similaires, victimes d'abus médicaux sur enfants et d'exploitation financière. Elle en était encore à ses débuts, mais nous avions déjà contacté des familles dans tout le pays dont les histoires faisaient écho à celle de Lily d'une manière troublante. Ce soir-là, nous avons célébré avec une petite fête dans notre nouvelle maison, une modeste maison que nous avions achetée dans un quartier familial, loin du manoir Moreau et de ses souvenirs douloureux. Michael faisait griller des hamburgers pendant que Lily jouait dans le jardin avec deux amis de l'école. Leur rire, une guérison retentissante après tant de silence et de douleur, me remplissait d'émotion. Alors que je la regardais courir et sauter, le visage illuminé de joie, je pensais à quel point elle avait failli perdre son enfance. Comme son histoire aurait pu avoir une fin différente si elle n'avait pas trouvé le courage de me faire confiance ce soir-là dans la cuisine. Le lendemain matin était un autre jalon, le premier jour de Lily à mon école. J'avais repris l'enseignement et, bien que nous ayons initialement envisagé des écoles différentes pour lui donner son indépendance, Lily avait insisté sur le fait qu'elle voulait être là où j'étais. « Prête pour ta première journée ?» ai-je demandé en l'aidant à ajuster son sac à dos. Elle a hoché la tête, nerveuse mais excitée. « Penses-tu que les autres enfants vont m'aimer ? » « Ils vont t'adorer », ai-je assuré. « Sois juste toi-même. » Alors que nous traversions les portes de l'école ensemble, la main de Lily dans la mienne, j'ai réfléchi au parcours extraordinaire qui nous avait menés ici. De gardienne réticente à défenseur acharné, de victime isolée à enfant épanoui, nous avions toutes deux été transformées par la vérité et le courage de la défendre. « C'est officiel maintenant », a-t-elle murmuré. « C'est officiel », ai-je confirmé. « Tu restes avec nous. »« Est-ce qu'on va s'en sortir, nous tous ?» ai-je demandé doucement, me sentant paisible. « Mieux que ça », a-t-il promis. « Nous serons la famille qu'elle mérite. » La route devant nous ne serait pas facile. Il y aurait d'autres audiences au tribunal, des séances de thérapie et des défis inévitables à mesure que Lily continuerait de traiter son traumatisme. Mais la voir grandir en force chaque jour, la voir retrouver l'enfance qui lui avait été volée,
rendait chaque difficulté valable. La leçon la plus profonde que j'avais apprise à travers tout cela concernait le courage nécessaire pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Parfois, se battre pour ce qui est juste signifie se tenir seul contre des forces puissantes. Parfois, cela signifie tout risquer pour quelqu'un qui n'a rien. Mais dans ce risque réside la plus grande récompense, la connaissance que vous avez changé une vie à jamais. Que vous avez aidé à réécrire une histoire qui se dirigeait vers la tragédie en une histoire de triomphe et d'espoir. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de vous dresser contre une famille puissante pour protéger un enfant que vous connaissiez à peine? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si l'histoire de Lily vous a touché. Votre soutien nous aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des situations similaires. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, parfois la voix la plus importante est la plus silencieuse dans la pièce.